Nouveau journal sur Eden TV, bienvenue à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, cette visite du port sec de Parakou par des opérateurs économiques du Niger, des Nigériens qui considèrent déjà ce port comme celui de l'Interland, comme vous l'entendrez dans le sujet de Mouriagua et Fréjus Fiossi. Le grand oral pour Modeste Kérékou en session budgétaire, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a présenté ce lundi à l'Assemblée nationale le projet de budget gestion 2018 de son département, montant 15 milliards et un peu plus de 44 millions de francs CFA. Les suites de la visite du pape François en Bimani, le chef de l'église catholique romaine accueilli lundi à Rangoon a déjà rencontré le chef de l'armée. Les deux hommes ont évoqué la grande responsabilité des autorités du pays en cette période de transition. Voilà pour les titres. Le port sec de Parakou est le port de l'Interland. Propos d'un membre de la délégation nigérienne qui visitait cette infrastructure ces dernières heures. Je vous le disais, des opérateurs économiques du Niger ont découvert ce 26 novembre les installations du port sec de Parakou, port dont la réalisation est achevée. Omission faite, des travaux confortatifs en cours sur le site. Outre la qualité de l'ouvrage, c'est la position géographique de ce port et sa proximité avec le Niger qui intéresse les membres de la Chambre de commerce nigéro-nigériane. Mouriagua, Fréjus Fiossi pour le point. Entièrement achevé et désormais accessible par cette voie qui le relie à la route inter-État numéro 2, le port sec de Parakou n'attend que d'être mis en service. C'est pour s'en assurer et évaluer ses potentialités qu'une importante délégation constituée d'opérateurs économiques nigériens a décidé de visiter le site ce 26 novembre 2017. Conduit par Lazare Nyolofin, directeur de PIC International SA, société en charge de la réalisation des travaux, ces représentants de la Chambre de commerce du Niger, responsables du patronat, importateurs et exportateurs, représentants de transporteurs, se sont fait expliquer dans un premier temps les motivations d'un port sec à Parakou. Parakou, vous pouvez desservir aussi bien le Niger que le Burkina Faso, que le nord-est du Mali et que le nord du Nigeria. Donc c'est une ville carrefour. C'est pour ça que le promoteur a dit je commence par là parce que je pense que c'est le projet intégrateur dont on a le plus besoin tout de suite. Présentation globale de la structure du port sec par le directeur technique Didier Sacramento. Questions de divers ordres relatives aux dispositions juridiques, à la représentation de la circulation des camions, à l'implantation des structures bancaires, au coût des futures prestations. Les échanges ont tourné autour des propositions faites par plusieurs membres de la délégation nigérienne. Pour les opérateurs économiques du Niger et d'autres pays d'ailleurs, ce qui est important, c'est la célérité et le coût. Et pour tous les ports d'ailleurs, c'est ça les deux paramètres dont il faut tenir absolument compte. Et nous avons beaucoup discuté de cela. Nous pensons que c'est sur ces paramètres-là qu'il faut mettre l'accent. Vous êtes ambitieux. Nous pensons que ce port-là va être fait pour les pays de l'Interland. La ville de Parakou, géographiquement, elle est bien située. Elle est bien située et ça va aussi dans l'intérêt des importateurs nigériens. Car aujourd'hui, les importateurs nigériens qui utilisent les différents ports tels que Lomé, Tema et Abidjan et Takoradi, je pense qu'aujourd'hui Parakou est mieux. Parce qu'en distance, je veux dire que Parakou est non loin de Niamey. La visite du port sec proprement dite démarrera ensuite par l'inspection de ces ponts bascules de dernière génération destinés à peser les camions à l'entrée et à la sortie du port. Les locaux destinés aux services administratifs, la douane, la police, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers ont ensuite été montrés aux visiteurs. La meilleure impression faite aux visiteurs est venue de la découverte par eux de la qualité du raccordement ferroviaire qui devrait permettre bientôt la livraison sur place des marchandises par le train. Réalisé selon les normes internationales les plus exigeantes avec des rails de 54 kg au mètre linéaire,
des traverses en béton précontraint, d'un écartement métrique extensible à la norme standard. Cette voie ferrée est le prototype de ce que devrait réaliser sous peu le groupe Pétroline, la maison mère de PIC International SA, dans le cadre de la réhabilitation et de l'extension du corridor ferroviaire Bénin-Niger. Une cabine de transformation et de mise à disposition du courant électrique, une bâche à eau d'une capacité de 300 mètres cubes, des bornes des réseaux informatiques et autres, l'adduction d'eau potable ainsi que la menée du courant électrique depuis la CEB à plus de 4 km du site, entièrement réalisés sur fonds propres par le promoteur, sont autant de motifs d'admiration de la part des visiteurs. J'ai pu me rendre compte de l'intérêt qu'a suscité donc la réalisation de ce port sec au niveau donc de notre délégation. Donc c'est dire que nous sommes vraiment, nous qui sommes venus ici, entièrement satisfaits, et nous sommes étonnés et surpris en tout cas par l'envergure donc des investissements qui ont été faits. Nous ne pouvons que saluer donc cette initiative-là, l'encourager et apporter notre soutien total, donc j'ai dit, au promoteur et à toute son équipe pour ce qui est en train d'être fait par donc des Africains qui ont compris également et qui connaissent, qui maîtrisent le domaine. Donc je pense qu'il y a suffisamment de spécialistes autour du promoteur Doussou pour réaliser ce projet-là, et nous sommes sûrs que le résultat il sera positif. La délégation a également pris connaissance de l'évolution des travaux confortatifs, comme ce gigantesque magasin à compartiments en cours d'achèvement, de même que les miradors de 15 mètres de haut, destinés à permettre la surveillance humaine du site en complément du dispositif de vidéosurveillance. La délégation nigérienne repart de Parakou, émerveillée et impatiente de voir démarrer les activités du port sec dans le but d'économiser 1 millier de kilomètres sur leurs activités d'importation et d'exportation. On en vient maintenant à cette session budgétaire qui se déroule à l'Assemblée nationale. Ce lundi, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi y a présenté son projet de budget gestion 2018. Il est de 15 milliards et plus de 44 millions de francs CFA faits de dépenses de fonctionnement et celles en capital. Modeste Kérékou veut, avec ses ressources, poursuivre les réformes engagées au Bénin depuis avril 2016, notamment en matière de promotion des petites et moyennes entreprises. Je vous propose de l'écouter. Nous venons de présenter le projet de budget gestion 2018 du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Ce budget s'élève à la somme de 15 milliards 44 328 000 francs. C'est composé, disons, en deux grandes masses, ce que nous appelons les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital pour près de 10 milliards 241 424 000 francs. Les dépenses en capital connues encore sous l'appellation de PIP, qui sont, j'allais dire, les dépenses qui permettent vraiment d'impacter les cibles que nous avons à adresser. Elles sont au nombre de 3 pour cet important département ministériel que j'ai l'honneur de diriger depuis, disons, le 27 octobre dernier. Notamment la promotion des petites et moyennes entreprises, l'artisanat et la promotion de l'emploi. Ce que nous aurons à faire, disons pour 2018, à la vérité, il s'agira juste de poursuivre les réformes qui sont en cours, qui sont engagées dans notre pays depuis le 6 avril 2016 par le président Patrice Talon. Vous savez, j'ai la charge d'un ministère qui est sensible et dont les résultats devront se mesurer très rapidement. Mais le quinquennat en cours, le quinquennat du président Patrice Talon, est un quinquennat de réforme et de transformation structurelle de notre pays.
On ajoute que le médiateur de la République était aussi en session budgétaire ce lundi. Vous l'entendrez dans les prochaines heures. Direction le département du Mono pour évoquer cette tournée de supervision des opérations du RAVIP effectuée par une équipe constituée de ministres et de plusieurs députés. Il était question pour elle, cette équipe évidemment, d'observer le déroulement de ces opérations et de recueillir les difficultés des populations y relatives. Jonas Boti. Nous avons organisé cette tournée dans les 6 communes du département du Mono pour nous rendre compte non seulement de l'effectivité des opérations pour le RAVIP, mais également pour voir l'engouement que les populations ont pour cette opération-là. Et aussi pour nous enquérir des difficultés que les populations rencontrent sur le terrain. Nous avons constaté que depuis environ un mois que cette opération a été enclenchée chez nous, elle se poursuit avec ferveur et grand engouement. Parce qu'il y a une sensibilisation et une mobilisation à la base. Cette descente est une descente de constat et d'évaluation en vue d'actions correctives à apporter à l'opération RAVIP qui est en cours. Nous avons commencé par Grand Popo, nous sommes venus à Komé, nous sommes allés à Bopa, nous sommes venus à Hoyogbe, nous sommes allés à Tiémé et nous bouclons la boucle par Lokossa. De tout notre itinéraire et de tous les postes que nous avons visités, le constat c'est que premièrement, la population est massivement acquise à la cause du RAVIP malgré la campagne machiavélique d'intoxication qui est en cours, tendant à démobiliser les populations par rapport à l'opération RAVIP. Nous avons constaté que les populations ont fait marche et ont fait la sourde oreille face à toutes ces intoxications-là et disent quelque part que le chien aboie, la caravane passe. Les récriminations, c'est que les kits ne sont pas en nombre suffisant. Et oui, ça c'est réel. Il y en a 1500 kits qui sont répartis sur toute l'étendue du territoire national. Et dans chaque commune, des arrondissements ont reçu des kits par zone. Les kits sont mobiles et se déporteront vers d'autres zones jusqu'à ce qu'on couvre toutes les zones à l'intérieur de chaque arrondissement. Donc nous avons expliqué aux populations qu'elles auront à patienter. Tout se fait dans leur intérêt et elles n'ont aucun intérêt à écouter les ragots qui se racontent par-ci et par-là. Nous profitons aussi de l'occasion pour dire un mot aux élus locaux et communaux de continuer à accompagner l'opération telle qu'ils sont en train de faire pour une réussite afin que tous les départements du Bénin, toutes les communes du Mono sortent avec un taux d'enrôlement de 100%. En les questionnant, nous avons compris qu'ils ont saisi la signification profonde de cette opération de RAVIP, qu'ils ont saisi l'objectif et l'utilité de cette opération de RAVIP. Quand nous étions loin de ces communes-là, nous avions quelques inquiétudes. Mais aujourd'hui, au terme de cette tournée, nous repartons avec une certaine assurance et nous savons que les choses vont se passer correctement dans le département du Mono. Sous l'effet de l'actualité également, l'installation du nouveau président de la Cour d'appel de Cotonou. Cela se passait ce 27 novembre 2017. À peine installé, Hubert Arsène Diop prend la mesure de sa responsabilité, mais il sait pouvoir compter sur ses collaborateurs. Il nous dévoile aussi ses obligations. Nous venons de sacrifier, ainsi faisant, à une exigence légale, sans laquelle aucune action que j'aurais à entreprendre ici ne pourra être valide. Voilà. Donc désormais, je préside aux destinées de cette cour. Comme vous l'avez également entendu, c'est une très lourde responsabilité, mais je compte sur les collaborateurs, je compte également sur l'aide de l'Éternel pour pouvoir relever ce nouveau défi. J'ai pour obligation de prendre les dossiers qui sont là. Donc je ne peux pas a priori vous parler de dossiers en particulier, mais tous les dossiers se valent. Sous peine d'être poursuivi pour déni de justice, tous les dossiers seront pris en compte comme cela se doit.
Voilà, donc je suis là pour travailler et je vais m'y mettre très rapidement. Et je pense qu'avec l'aide des collaborateurs et des autorités, nous allons pouvoir relever le défi d'une bonne justice. Je n'aurai qu'à les exhorter à faire preuve de croyance en la sincérité et en la capacité des acteurs de la justice béninoise à rendre une justice crédible, hein, à rendre une justice qui tienne compte des lois, parce que le magistrat, c'est un serviteur de la loi. Le magistrat n'aura pour seul maître que la loi. Donc nous veillerons à faire en sorte que les textes de la République soient respectés. Capitaine Trépeau, ce nom vous rappelle peut-être quelque chose. C'est le secrétaire général du syndicat national des eaux, forêts et chasses qui avait dénoncé des réformes en cours dans son secteur. Cela lui avait valu une sanction. Depuis peu, il fait l'objet d'une procédure de radiation que contestent les centrales syndicales. Ce lundi, elle n'avait aucun mal à crier haro sur les auteurs de cette procédure et exige sa suspension. Les centrales syndicales ont changé le climat au ministère du Cadre de vie et du Développement durable ce lundi 27 novembre 2017. Elles sont venues, vuvuzela en main, réclamer l'arrêt immédiat de la procédure de radiation du capitaine Trépeau, sorti fraîchement de plusieurs jours d'arrêt de rigueur après avoir sévèrement dénoncé certaines réformes en cours dans son secteur, les eaux, forêts et chasses. Pour ça, il a commis un crime. Le projet, c'est qu'on ne veut plus jamais entendre un syndicaliste lever le doigt pour dire ce qui ne va pas dans la République. Le PAG, un de ces trois axes, c'est l'enracinement de la démocratie dans notre pays. C'est dans le PAG. Est-ce qu'on va enraciner la démocratie en procédant de la sorte? Non. Pour le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin CGTB, le combat va au-delà du cas du capitaine Trépeau. Il ne s'agit pas de capitaine Trépeau, mais il n'y a aucun pays où on réalise de grandes choses sans liberté d'expression, sans le droit à la différence. Ça n'existe nulle part. Et donc l'effort que nous faisons aujourd'hui ici, c'est pour rappeler à nos autorités que l'intelligence collective voudrait que toutes les intelligences et les compétences de ce pays-là soient mises à contribution dans leurs positions respectives. Les gouvernants n'ont qu'à gouverner. Ceux qui sont chargés de rectifier leur politique, comme les syndicats, que ceux-là également puissent rectifier la politique pour le bonheur de nous tous. Que vous soyez force de l'ordre, quelle que soit votre position, l'histoire retiendra ce que vous avez fait pour ce pays. Et moi, je crois qu'il appartient à chacun de nous d'écrire son nom en lettres d'or pour ce pays-là, pour qu'enfin on lègue aux générations futures un héritage responsable. La CSA Bénin a ensuite relevé les vices de procédure dans le dossier Trépeau. Le capitaine Trépeau, celui qui devait d'abord lui donner la demande d'explication, c'est son chef hiérarchique direct. Ça n'a pas été le cas. Ça, la seule suffit déjà pour que la hiérarchie militaire comprenne qu'elle est dans l'erreur et qu'elle doit faire marche arrière. Jusqu'à la fin de sa garde à vue, on ne lui a pas notifié sa garde à vue. Nous sommes quand même dans une république et le gouvernement est là pour faire respecter les règles de la République. Lorsqu'on se rend compte qu'on est dans l'erreur, on n'a pas le droit de persister dans l'erreur. Il faut revenir. Revenir. Parce que ce que Trépeau a dénoncé, ils ont commencé à le régler. Ils ont commencé à prendre des mesures pour corriger. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans l'erreur tant que ça. Une logique qui amènera la CSTB à condamner sans autre forme de procès le conseil de discipline devant trancher du cas de leurs camarades. Le conseil de discipline qu'on veut faire là, c'est un conseil de discipline politique. Ce n'est pas un conseil de discipline administratif. Il n'a commis aucune faute. On doit pouvoir l'absoudre, le réhabiliter, le féliciter, le décorer pour la dénonciation qu'il a eu à faire. Les manifestants ont finalement lu leur motion qui regroupe 4 points essentiels, à savoir l'arrêt de la procédure de radiation contre le capitaine Trépeau, l'arrêt de la chasse à l'homme au sein des forces de l'ordre et de défense, l'ouverture des négociations avec les partenaires sociaux pour régler les revendications du personnel forestier et l'intervention du président Patrice Talon pour sauver Patrice Trépeau d'une double sanction.
Constant Godjo, le secrétaire général du ministère du cadre de vie et du développement durable, qui a suivi ce sit-in, a pris acte et a promis de rendre compte à qui de droit. Place au mois du bain de purification, cérémonie annuelle qu'organise Da Logbe, un guérisseur traditionnel. Celle de cette année a débuté le 27 novembre. En guise de préalable, il a fait des rituels ce dimanche. Je vous propose maintenant de suivre ce public reportage de Laurent Toninkes et Fiacre Foytan. Permettre aux Béninois de vivre heureux sur le plan spirituel et matériel, c'est la mission que Dalobé s'est assignée depuis quelques années. À cet effet, il organise chaque année une cérémonie de bain de purification. Pour la réussite des bains de purification de cette année, des cérémonies ont été faites ce dimanche 26 novembre 2017 chez lui à Cocotomé. Tout a commencé par les sacrifices d'animaux. Le bon Dieu a demandé à nous les hommes de prendre un homme pour sacrifier au Dieu. Quand on a pris l'homme pour pouvoir sacrifier au Dieu, Dieu a refusé. Il a dit qu'il faut prendre cet animal-là pour sacrifier. Dieu a créé les animaux que nous prenons sans pour nous sacrifier, pour nous débarrasser de toutes les mauvaises sortes. La cérémonie qu'on a faite aujourd'hui, là, ça a débarrassé beaucoup de choses de notre vie. Le sang est tombé. Le goût de sang qui est tombé là, ça nous a sauvé la vie. Ça nous a débarrassé dans beaucoup de choses. Après cette étape, suivra une procession dans la localité. Cette procession, nous avons une cérémonie qu'on appelle Toyi. C'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Il y a un esprit qui est là. Il y a un lot qu'on met dans son canari, l'eau de rivière, l'eau de mer. Donc, à chaque année qu'on fait cette cérémonie, on ira là-bas pour prendre cette eau-là. Il y a les sacrifices qu'on fait là-dessus. Et puis quand cette eau-là tombe sur quelqu'un, si tu es entouré par les mauvais esprits, envoûtement, tu es débarrassé. Ça sauve beaucoup de vies. À la suite de ces différentes étapes, la cérémonie de Vossissa qui aura lieu ce dimanche à 0h avant le début des bains de purification prévus pour le lundi 27 novembre 2017. Tout le monde qui vient pour se laver avec cette bain-là, c'est qu'il faut arriver avec 3 mètres, 3075 francs. Quand on prend 1200 francs, on arrive auprès de la première tisane là, on fait la bénédiction avec ton nom, avec les 1025 francs. Deuxième canari là, avec 1200 francs, on fait la bénédiction sur ton nom. Troisième bain de purification là, on fait la bénédiction sur ton nom. Il y a le savon de Kweouzou là qu'on va mettre dans une éponge et tu vas te laver avec ça. Cette bain de purification, ça va commencer demain lundi 27 et ça va finir 27 novembre et ça va finir le 30 décembre prochain. Dalobé invite tout le monde à ce rituel annuel de bain de purification pour, dit-il, rentrer dans la nouvelle année 2018 avec la joie et le bonheur. Nous autres, on ne craint pas la sorcellerie parce qu'on les défie, on les chasse. Quand ils nous voient, nous sommes leurs ennemis. Mon contact, c'est 96 20 47 47, 94 37 28 29. Actualité en dehors du Bénin, Emmanuel Macron poursuit sa visite au Burkina Faso. Il tenait il y a encore quelques minutes un discours devant la jeunesse du pays. Il a mis évidemment l'accent sur l'importance de cette jeunesse africaine. Le nouveau partenariat qu'il propose à l'Afrique repose également sur l'éducation. On précise que Macron a été accueilli ce lundi soir au Burkina Faso. Je vous propose maintenant d'écouter ses premiers propos. Le Burkina, c'est aussi un emblème de l'aspiration démocratique de la jeunesse africaine. Et nul ne peut ignorer ce qui s'est passé ici il y a quelques années et ce qui continue de vivre. Cette vitalité démocratique, cette vitalité de la jeunesse du Faso, c'est aussi ce visage du continent africain que nous voulons voir. Je voulais rendre hommage à tout cela en faisant de Ouagadougou la première étape de ma tournée africaine. Et c'est aussi un symbole, et c'est aussi pour marquer justement une nouvelle étape de notre relation, non seulement avec votre pays, Monsieur le Président, mais avec tout un continent. Les suites de la visite du pape François en Birmanie, le chef de l'église catholique romaine, accueilli lundi à Rangoon, a déjà rencontré le chef de l'armée. Les deux hommes ont évoqué la grande responsabilité des autorités du pays en cette période de transition.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet benin-eden.tv que je vous invite à consulter.